Ce jour-là, sous le soleil brûlant de Lagos, une ville où les gratte-ciel poussent au-dessus des marchés poussiéreux comme des promesses de richesse inaccessibles, un milliardaire vêtu d'un simple boubou blanc s'arrêta devant une femme que tout le monde évitait depuis des années, la regarda avec une intensité étrange, puis lui dit calmement qu'il l'invitait au mariage de son ex. Ce qui allait se produire par la suite allait non seulement bousculer la haute société nigériane, mais aussi réveiller des fantômes que tout le monde croyait enterrés à jamais. Elle s'appelait Maïssa. Les passants, habitués à l'ignorer, ne levèrent même pas les yeux lorsqu'elle remua dans son coin, emmitouflée dans un pagne sale, appuyée contre une clôture rouillée dans une ruelle entre Victoria Island et les banlieues écrasées de chaleur et de misère. Son visage, autrefois lumineux, était désormais buriné par les années passées à survivre. Une ligne de poussière couvrait ses bras. Ses yeux, sombres mais vivants, avaient vu trop de silence, trop de trahison. Elle n'était plus que l'ombre d'une femme dont on aurait pu se souvenir, si la mémoire de la société n'était pas si sélective. Nassor, lui, sortait de son Range Rover avec la même nonchalance que d'habitude. Il avait les traits d'un roi moderne, sourire d'ambassadeur, geste lent, police, montre qui valait plus qu'un salaire annuel d'un fonctionnaire d'État. Sa réussite était devenue légende à Lagos. À 38 ans, il avait multiplié l'héritage paternel et bâti un empire dans le transport, l'agriculture, les médias. Il allait épouser Amina, la fille d'un ancien ministre des Finances, une perle connue pour son élégance et son calme, au cours d'un mariage qui promettait d'être le plus grand événement de l'année. Il avait tout. Et pourtant, ce jour-là, il s'arrêta devant Maïssa. Pas par pitié. Pas par curiosité. Mais comme un homme revenu là où tout a commencé. Il la fixa longuement, comme s'il voulait traverser les années, lire ce qu'elle n'avait jamais dit. Elle releva les yeux, méfiante. Elle ne le reconnut pas tout de suite. Son visage était plus viril, ses yeux plus froids, mais ce regard, elle l'avait vu, il y a 20 ans, lorsqu'elle le bordait la nuit en lui chantant des berceuses en yoruba. Il ne lui demanda pas comment elle était arrivée là. Il ne dit pas un mot sur sa tenue déchirée, ni sur l'odeur de la rue qui collait à elle comme une seconde peau. Il se pencha, s'accroupit, et lui dit simplement, d'un ton neutre mais ferme, qu'il voulait qu'elle soit présente à son mariage. Pas comme serveuse. Pas comme spectatrice. Mais comme invitée d'honneur. Une voiture viendrait la chercher, une robe serait faite pour elle, elle serait assise à sa table. Puis il se leva, sans attendre de réponse, et s'éloigna. Maïssa resta figée. Le vent chaud fit voler un coin de son pagne. Elle sentit une boule monter dans sa gorge, mélange de colère, de honte, de souvenirs qui jaillissaient à une vitesse folle. Elle se revit, jeune et pleine de rêves, débarquant à Lagos avec une malle remplie de lettres, de dictionnaires, de tissus offerts par sa mère. Elle se revit, fière, entrée au service de la famille Lawani, une dynastie de commerçants et d'industriels, pour s'occuper du petit dernier, Nassor, alors âgé de 3 ans, enfant intelligent, curieux, déjà attachant. Elle l'avait élevé comme le sien, l'aimant sans condition, lui transmettant la tendresse qu'elle n'avait jamais reçue. Jusqu'au jour où tout s'était effondré. Le souvenir de cette journée maudite lui coupa le souffle. Le regard des domestiques. Le silence glacial de la matriarche. L'accusation infondée d'un vol de bijoux. Elle avait supplié. Crié. Juré. Mais rien n'y avait fait. On l'avait traîné dehors, sans même lui laisser récupérer ses affaires. Nassor l'avait vu partir, les larmes aux yeux, mais n'avait rien dit. Il n'avait que 17 ans. Trop jeune. Trop faible. Il était resté dans l'ombre du pouvoir familial, obéissant. Elle s'était retrouvée à dormir sous les ponts, à mendier, à disparaître lentement de la surface de cette ville qui dévore les faibles. Elle ne savait même pas si ses enfants, confiés à une tante au village, étaient encore en vie. Et voilà que, 20 ans plus tard, ce même Nassor, devenu le visage du succès, venait lui tendre une main publique, une invitation impossible. Le soir même, une femme bien habillée arriva, polie, sans insistance. Elle remit une enveloppe. À l'intérieur, un carton ivoire, doré, brodé de lettres élégantes. Mademoiselle Maïssa, vous êtes invitée à la cérémonie de mariage de Monsieur Nassor Lawani et de Mademoiselle Amina Doucouré. Siège d'honneur réservé. Elle resta éveillée toute la nuit, assise contre le mur,
serrant cette invitation comme une braise brûlante. Une partie d'elle voulait la déchirer. Une autre voulait y aller, la tête haute, même si son cœur tremblait. Pourquoi faisait-il ça? Était-ce une provocation? Un piège? Un test? Elle n'avait pas les réponses, mais quelque chose dans sa poitrine se réveillait. Une vieille fierté. Une douleur enragée. Elle se rendit au rendez-vous le surlendemain. On l'attendait dans un salon discret d'un couturier renommé, à l'Equiphase 1. Là, une styliste douce lui demanda de s'asseoir. On la lava. On la coiffa. On l'habilla. Devant le miroir, Maïssa ne se reconnut pas. Elle vit une femme aux yeux brillants, au port altier, vêtue d'un cabas brodé d'or et de bleu nuit. Elle sentit, pour la première fois depuis des années, l'envie de se tenir droite. De se montrer. D'exister. En sortant, des passants la regardèrent. Certains eurent l'impression de la connaître. Elle marcha dans les Gorses ce soir-là, en silence, redécouvrant les rues qu'elle avait traversées tant de fois la tête baissée. Elle se souvint des noms des enfants des rues. Des vieux vendeurs de cartes téléphoniques. Des familles entassées sous les ponts. Elle pensa à eux, à elle. Et au petit garçon qu'elle avait tenu dans ses bras, qui lui avait un jour dit, « Quand je serai riche, je t'achèterai un château. » Était-ce ce même garçon qui l'invitait maintenant dans un palais? Était-ce un repentir ou une revanche? L'invitation parlait d'un domaine à Banana Island. Le lieu le plus exclusif, le plus inaccessible. Là où les murs sont si hauts qu'on n'y entend même pas les cris du peuple. Elle allait s'y rendre. Non pas pour lui. Mais pour elle. Pour regarder en face les visages qu'il avait piétinés. Et peut-être, pour comprendre enfin ce que ce regard de Nassor signifiait vraiment. Mais elle ne savait pas encore que ce mariage n'en serait pas un. Et que sa présence allait déclencher une onde de choc que personne n'avait prévue. Parce que parfois, une seule femme invisible peut faire trembler tout un empire. Le jour du mariage arriva comme une éclipse attendue par toute la haute société de Lagos, et alors que les convives se pressaient dans les allées parfumées du domaine Lawani, situé dans les recoins les plus exclusifs de Banana Island, la rumeur d'une invitée étrange et inattendue flottait déjà dans l'air comme un parfum interdit. On chuchotait, on échangeait des regards furtifs, car au milieu des robes chatoyantes, des turbans perlés, des djellabas taillés dans la soie et des tailleurs 3 pièces importés de Londres, il y avait une femme que personne ne reconnaissait vraiment, mais que certains sentaient familière sans pouvoir la nommer. Elle s'appelait Maïssa, et sa silhouette drapée dans un cabas majestueux bleu nuit aux broderies dorées imposait un silence respectueux partout où elle passait, non pas par richesse ou réputation, mais par cette aura étrange que possèdent les survivants. Elle était arrivée seule, comme une reine oubliée, accompagnée seulement par un homme silencieux qui ouvrait le chemin, un membre du personnel de Nassor. Elle n'avait pas souri, pas salué, elle avait simplement marché, lentement, les yeux droits, jusqu'à la grande salle des invités. Là, contre toute attente, son nom figurait bien en haut de la liste, entouré en rouge, avec une indication particulière, table d'honneur, chaise numéro 3, à la droite du marié. Ce détail, anodin pour certains, fut une gifle pour d'autres. Comment une inconnue, au passé trouble, pouvait-elle être assise si près de la famille? Les regards d'Amina et de sa mère s'assombrirent dès qu'elles aperçurent la silhouette de Maïssa prendre place à cette table sacrée où seuls les proches de sang et les piliers de la lignée avaient droit de citer. Amina, jusque-là sereine, élégante, en contrôle, sentit une faille s'ouvrir sous ses pieds. Elle murmura quelque chose à sa mère qui hocha la tête avec froideur. On appela discrètement Nassor dans une chambre annexe. Sa fiancée, debout face à lui demanda avec une voix calme mais serrée qui était cette femme qu'il avait fait asseoir auprès de lui. Nassor la fixa sans répondre tout de suite. Puis, sans élever la voix, il dit simplement qu'elle avait une place plus légitime à cette table que bien des visages présents aujourd'hui. Et sans attendre de réaction, il sortit. Pendant ce temps, dans la grande salle, Maïssa restait droite, observant les lieux avec un calme ancien. Chaque détail lui rappelait quelque chose, les lustres, répliques d'une époque coloniale, les tissus tendus aux murs, les plats servis dans des assiettes d'or, les musiques traditionnelles mêlées aux sons occidentaux. Elle reconnaissait les manières, les codes, les regards feutrés des familles puissantes. Elle en avait servi tant, enfant, femme, nourrice, confidente, et parfois même amante dans l'ombre d'une nuit.
C'était un monde qu'elle avait quitté brutalement, sans procès, sans voix, chassée par une décision familiale dont elle portait encore la cicatrice invisible. Et maintenant, elle y revenait, non pas par miracle, mais par mémoire. Car Maïssa n'était pas seulement une victime. Elle était aussi une gardienne de secrets. L'un d'eux, enfoui sous 20 années de silence, battait désormais à chaque pas que Nassor faisait vers elle. Lorsqu'il entra dans la salle principale, le silence se fit comme si l'air s'était figé. Il ne portait pas la tenue de mariage traditionnelle qu'on avait préparée pour lui. Il avait troqué le costume brodé ivoire contre un simple agbada noir, sobre, puissant. Il alla droit vers Maïssa, lui tendit la main, et l'aida à se lever. Les murmures reprirent. Certains crurent à une farce. D'autres à une déclaration cachée. Mais personne ne comprenait. Pas encore. Alors, Nassor prit un micro, sans l'avoir annoncé. La cérémonie officielle devait débuter dans 1 heure, mais lui ne voulait plus attendre. Il demanda à tous de s'asseoir, sans sourire, sans nervosité. Il regarda la foule, chercha le regard d'Amina, l'effleura, puis se tourna hautement vers Maïssa. Il dit que cette femme avait changé sa vie, qu'elle avait été sa première figure d'amour, de courage, de vérité. Il raconta son enfance, les nuits où elle lui lisait des poèmes en haoussa et en français, les histoires qu'elle inventait pour chasser ses cauchemars, ses mains qui le calmaient mieux que celles de sa propre mère. Il parla de ce jour où elle fut chassée sans explication. Il raconta comment, à 17 ans, il avait voulu crier la vérité, mais qu'on lui avait interdit, qu'on lui avait fait comprendre que s'il ouvrait la bouche, il serait lui aussi banni. Il avait alors gardé le silence, honteux, et ce silence l'avait construit, brique par brique, jusqu'à devenir une forteresse de réussite vide de sens. Il révéla que l'accusation portée contre Maïssa, le vol d'un collier d'émeraude, était un mensonge inventé pour couvrir une trahison familiale bien plus lourde, un adultère du frère aîné de son père avec une servante, que Maïssa avait surpris un soir, et qu'elle avait protégé en silence, pensant préserver l'équilibre de la maison. Pour prix de sa discrétion, elle avait été livrée au mépris, rejetée comme un chien. Et personne n'avait jamais réparé cette injustice. Jusqu'à aujourd'hui. Le visage d'Amina était devenu de pierre. Elle comprenait maintenant que ce mariage n'allait pas être un simple contrat social, mais le théâtre d'un règlement de compte intime. Certains invités commencèrent à se lever, mal à l'aise. D'autres fixaient Maïssa avec un mélange de gêne et de fascination. Nassor continua. Il dit que si aujourd'hui il devait poser un acte d'amour, ce serait celui de rendre sa dignité à celle qui n'aurait jamais dû la perdre. Il ne dit pas encore s'il annulerait le mariage, mais l'ambiguïté flottait. Maïssa, elle, ne disait rien. Elle écoutait, les yeux embués, mais le visage tendu. Ce n'était pas la fin qu'elle imaginait. Elle ne voulait pas de pitié. Elle voulait être entendue, oui, mais pas érigée en symbole pour expier les fautes d'un homme riche. Alors, lorsqu'il tendit de nouveau la main pour l'inviter à parler, elle refusa doucement. Elle se leva seule, ajusta son boubou, marcha vers l'estrade. Elle prit le micro, le regarda, puis regarda la salle. Sa voix trembla d'abord, puis se stabilisa. Elle dit qu'elle n'était pas venue pour régler des comptes, ni pour exposer les secrets d'une famille qu'elle avait autrefois servie avec loyauté. Elle dit qu'elle était venue parce qu'un enfant lui avait tendu la main. Un enfant devenu homme, dont elle avait reconnu le regard malgré les années. Elle dit qu'elle pardonnait, non pas parce qu'elle avait oublié, mais parce qu'elle refusait de vivre dans la haine. Et elle conclut en disant qu'il y a des blessures que même le temps ne guérit pas, mais qu'on peut choisir de porter avec dignité, sans attendre qu'on les valide. Puis elle descendit de l'estrade, lentement, et sortit de la salle sans un mot de plus. Nassor ne bougea pas. Amina, elle, fixait la scène, glacée. Sa mère murmura quelque chose, et quitta la salle, suivie de plusieurs membres de la famille. Ce mariage parfait, calculé, politique, venait de se fissurer au cœur. Et personne ne savait ce que Nassor ferait ensuite. Mais une chose était sûre, la vérité venait de rejaillir, brute, sauvage, indomptable. Et elle ne repartirait pas si facilement. Le silence qui suivit le départ de Maïssa était lourd comme une chape de plomb, un silence coupé par des respirations courtes, des regards fuyants, des mains qui se resserraient sur des éventails, sur des verres, sur des poitrines oppressées.
Car personne n'avait jamais assisté à une telle scène dans les sphères dorées de Légorce où tout devait toujours rester poli, lisse, silencieux et bien rangé, même les tragédies. Nassor resta immobile sur l'estrade, le micro toujours à la main, le regard fixe vers la porte par laquelle Maïssa venait de sortir, le souffle lent, presque absent, comme s'il venait d'arracher quelque chose de trop profondément enfoui en lui pour le refermer d'un simple discours. Derrière lui, les musiciens traditionnels, figés, n'osaient pas jouer. La décoration florale, les nappes ivoires, les bougies parfumées, tout semblait soudain absurde. Les caméras internes du domaine étaient restées éteintes à la demande du marié, un détail qui prenait maintenant tout son sens. Aucune image n'allait sortir, aucun son, mais la scène allait se répandre de bouche à oreille, amplifiée par l'émotion, par la stupeur, par le goût du drame que porte toute grande ville africaine dans ses veines. Au fond de la salle, Amina n'avait pas bougé. Ses amis chuchotaient autour d'elle mais elle restait droite, digne, figée, les lèvres pincées, les yeux embués mais sans larmes. Elle n'avait pas compris, pas tout, mais elle avait saisi l'essentiel, elle avait été invitée dans une cérémonie qui n'était pas celle de son amour, mais celle d'un exorcisme personnel, un moment de vérité dont elle avait été témoin involontaire. Et dans son ventre, une peur froide se levait, la peur que ce mariage soit déjà mort avant d'avoir commencé. Nassor descendit enfin, sans un mot, et retourna à sa place. Il n'avait pas encore décidé de ce qu'il allait faire. Dans la salle, des invités se levaient pour sortir prendre l'air, d'autres restaient assis, tétanisés. Les serveurs n'osaient plus bouger. Puis, dans un mouvement presque irréel, Nassor se leva de nouveau. Cette fois, il ne prit pas le micro. Il regarda vers l'entrée, puis marcha droit vers la sortie, laissant derrière lui une salle figée dans l'attente d'un geste, d'un mot, d'une décision. Amina se leva à son tour, suivie de sa mère, et sans un mot, le rejoignit dans une salle privée du domaine. Ce fut là, entre ces quatre murs froids, que le vrai visage de la rupture se dévoila. Amina, droite, lui demanda s'il l'aimait. Il ne répondit pas immédiatement. Puis il dit qu'il ne savait plus ce que voulait dire ce mot, que ce jour-là, en la regardant elle, puis Maïssa, puis sa propre vie, il avait compris qu'il avait peut-être toujours confondu loyauté, besoin et amour. Elle baissa les yeux. Elle comprenait. Elle aussi avait des doutes depuis longtemps, mais elle avait préféré se taire, comme toutes les femmes élevées dans les bonnes familles où l'on apprend très tôt que le mariage est une transaction, que l'amour vient après, s'il vient. Mais là, elle voyait bien que Nassor était ailleurs, déjà parti. Il n'avait jamais été avec elle, pas vraiment. Il s'était battu contre ses fantômes, et aujourd'hui, ces fantômes lui tenaient la main. Elle le remercia, d'une voix presque inaudible, pour avoir eu le courage de dire ce qu'elle-même n'aurait jamais pu dire, et elle sortit, laissant derrière elle sa robe somptueuse et une alliance posée sur la table basse. Pendant ce temps, à l'extérieur, dans les jardins du domaine, Maïssa marchait lentement. Elle n'avait nulle part où aller. Elle ne savait même pas pourquoi elle était encore là. Peut-être attendait-elle que quelqu'un la chasse, comme autrefois. Mais personne ne le fit. Les agents de sécurité, informés par Nassor, la laissaient circuler. Elle marcha jusqu'à un arbre centenaire, seul, majestueux, au fond du jardin. Là, elle s'assit sur une pierre et respira profondément. Le passé venait de s'ouvrir comme une blessure rouverte. Elle avait parlé. Elle avait été écoutée. Mais tout cela la laissait étrangement vide. Elle aurait voulu retrouver ses enfants, mais elle ne savait pas où ils étaient. Elle aurait voulu retrouver sa vie, mais elle était trop loin. Alors elle resta là, immobile, comme un vieux baobab planté entre deux mondes. C'est là que Nassor la retrouva. Il s'assit à côté d'elle sans dire un mot. Ils restèrent là longtemps, sans se regarder, sans parler. Puis il dit qu'il avait annulé le mariage. Pas par vengeance. Mais parce qu'il ne voulait plus vivre dans le mensonge. Elle ne répondit pas. Il dit qu'il voulait réparer ce qu'il pouvait. Qu'il voulait lui offrir un toit, un nom, une place. Elle tourna enfin le visage vers lui. Et là, avec une voix tremblante, elle lui demanda s'il était prêt à entendre la vérité jusqu'au bout. Il hocha la tête. Alors elle lui dit qu'elle n'avait jamais volé, qu'il le savait déjà, mais qu'il ignorait encore ce que sa famille lui avait volé, à elle. Elle marqua une pause. Son regard s'était voilé. Elle dit que le scandale du vol n'était qu'un rideau,
qu'on l'avait forcée à quitter la maison non seulement parce qu'elle en savait trop, mais parce qu'elle avait osé aimer. Oui, aimer. Et que de cet amour était né un enfant. Un enfant qu'elle n'avait pas pu élever. Un enfant qu'on lui avait pris, sans qu'elle puisse crier, sous la menace, sous la honte, sous la loi du silence. Nassor la fixait, les lèvres entr'ouvertes. Il ne comprenait pas encore. Elle baissa les yeux. Elle dit que cet enfant, c'était lui. Que sa mère biologique, ce n'était pas celle qu'il croyait. Que tout le monde avait menti, depuis le début. Que c'était pour cela que la matriarche avait voulu la faire disparaître. Parce qu'un secret comme celui-là, dans une famille comme la leur, aurait tout détruit. Parce qu'elle, simple servante, simple nourrice, n'avait pas le droit d'enfanter dans une lignée aussi puissante. Elle dit qu'elle avait accepté le silence pour qu'il puisse vivre, grandir, briller. Mais que chaque nuit, elle avait pleuré dans l'ombre, priant pour qu'il la reconnaisse un jour, sans le savoir. Nassor ne bougeait plus. Il sentit son souffle se couper, son cœur ralentir, sa gorge se nouer. Il comprenait maintenant ce regard, cette douleur, ce silence. Il comprenait pourquoi elle avait toujours su ce qu'il pensait, pourquoi elle l'avait toujours compris mieux que personne. Il comprenait pourquoi elle avait résisté à tout, pour lui. Il voulut parler, mais aucun mot ne sortit. Alors il prit sa main, comme un enfant. Il la serra fort. Et elle pleura. Pour la première fois depuis 20 ans, elle laissa couler les larmes. Pas celles de la douleur. Celles du lien retrouvé. Celles de la mère qui revoit son fils. Ils restèrent ainsi longtemps, oubliant le reste du monde. Le domaine derrière eux était déjà en train de se vider. Les invités partaient, désorientés, certains furieux, d'autres troublés. Les employés rangeaient sans bruit. Mais là, sous cet arbre, une vérité vieille de plusieurs décennies venait d'être révélée. Nassor se leva, regarda le ciel, puis sortit son téléphone. Il écrivit un message à son notaire. Annule tout. J'ai un nouveau testament à rédiger. Puis il regarda Maïssa et lui dit, avec un sourire presque enfantin, qu'ils avaient du travail. Beaucoup de travail. Parce qu'une mère ne doit plus dormir dans la rue. Parce qu'un fils ne doit plus avoir honte de son origine. Et parce qu'il était temps que tout l'empire Lawani sache qui était vraiment la femme qu'ils avaient enterrée vivante. Ce jour-là, sans musique, sans applaudissements, sans caméra, commença une nouvelle histoire. Pas celle d'un mariage, mais celle d'une vérité enfouie qui refusait de mourir. Une histoire que les Gorses n'étaient pas prêtes d'oublier. Le lendemain du mariage avorté, le ciel de Lagos semblait plus lourd qu'à l'accoutumée, comme si la ville elle-même avait entendu les mots prononcés sous l'arbre du domaine Lawani et qu'elle hésitait à reprendre le cours normal de son agitation. Les rues bourdonnaient, les klaxons résonnaient, les marchés étaient remplis de voix, mais quelque chose de profond, d'invisible, avait bougé. Nassor, assis seul dans le salon principal de sa villa en marbre noir à Ikoyi, regardait le vide devant lui. Il n'avait pas dormi. Les yeux ouverts toute la nuit, repassant chaque détail, chaque mot de Maïssa, chaque fragment de vérité qui s'était abattu sur lui comme une tempête. L'odeur de l'encens, les rideaux qui bougeaient doucement, la lumière du matin filtrant à travers les persiennes, tout lui paraissait irréel. Sur la table devant lui, les documents du mariage annulés, les lettres de son avocat, les appels manqués de membres de sa famille, et dans un coin, une vieille photo de lui enfant, qu'il avait retrouvée dans une armoire scellée, il était sur les genoux d'une femme floue, que l'on avait toujours présentée comme une ancienne gouvernante. Aujourd'hui, il savait. Ce visage, ce regard, cette main posée sur son dos, c'était Maïssa. C'était elle. Il se leva lentement, prit sa veste et sortit. Il avait besoin de la revoir, de comprendre, de poser des questions qu'il n'avait pas osé formuler sous l'arbre. Il la retrouva dans une petite chambre qu'il avait fait aménager discrètement dans l'une de ses résidences secondaires, à l'écart du tumulte. Elle était là, assise sur un fauteuil en rotin, une tisane fumante dans les mains, habillée simplement, ses cheveux relevés, son regard calme mais fatigué. Il s'assit en face d'elle. Le silence entre eux n'était plus pesant. Il était nécessaire. Il lui demanda pourquoi elle ne lui avait jamais rien dit. Elle répondit doucement que certaines vérités ne peuvent être dites que lorsque les âmes sont prêtes à les recevoir, que pendant des années, elle l'avait regardé de loin, dans les journaux, à la télévision,
dans les fêtes publiques, et qu'elle avait toujours senti qu'il n'était pas encore prêt. Il baissa les yeux. Il lui dit qu'il voulait tout réparer. Elle hocha la tête, doucement, mais lui rappela qu'on ne répare pas une vie avec de l'argent, ni même avec de l'amour tardif, que ce qui avait été brisé resterait brisé, mais qu'on pouvait au moins marcher ensemble, vers autre chose. Alors il lui parla de son plan. Il voulait organiser une rencontre familiale. Pas pour se justifier, mais pour poser les choses. Devant tout le monde. Il voulait que le mensonge cesse une bonne fois pour toutes. Elle le regarda longuement. Puis elle accepta. Le week-end suivant, dans la grande résidence familiale des Lawani, il convoqua les principaux membres de la lignée, son oncle, sa tante, son cousin aîné, sa sœur, même sa propre mère adoptive, qui vivait recluse depuis des années dans un autre état, et dont la présence glaça l'assemblée dès son arrivée. Lorsqu'ils s'assirent tous dans le grand salon, entourés de meubles anciens, de tableaux ancestraux, et de masques traditionnels accrochés au mur, Nassor se leva et fit entrer Maïssa. Les regards furent d'abord pleins de surprise, puis de tension, et enfin de peur. Car ils comprenaient. Tous comprenaient. Certains évitaient de croiser son regard. D'autres prenaient un air hautain. Mais le silence dans la pièce était celui des secrets qui s'apprêtent à mourir. Nassor parla, encore une fois, sans note, sans colère. Il raconta tout. Du début à la fin. Il ne cria pas. Il ne trembla pas. Il nomma les choses. Il cita les dates, les lieux, les actes. Puis il demanda à Maïssa si elle voulait ajouter quelque chose. Elle se leva, doucement, s'avança, et regarda chaque visage un à un. Elle dit qu'elle n'attendait pas d'excuses. Elle dit qu'elle savait que le pouvoir se protège, que les familles puissantes étouffent les vérités qui dérangent. Mais elle dit aussi qu'elle n'était plus cette femme silencieuse qu'on pouvait faire taire. Qu'aujourd'hui, elle était debout. Et que plus jamais elle ne se cacherait. Il n'y eut pas de cri. Juste un long silence. Puis la matriarche prit la parole. La vieille femme, fragile, posée dans son fauteuil en soie, leva les yeux vers Maïssa. Elle dit qu'elle avait fait ce qu'elle croyait juste pour préserver le nom de la famille, qu'elle avait eu tort, mais que dans sa jeunesse, elle avait appris qu'une famille ne doit jamais être éclaboussée, même si cela implique d'écraser une vie. Elle dit qu'elle ne demandait pas pardon. Car elle savait qu'il ne serait jamais suffisant. Mais elle voulait que Maïssa sache qu'elle n'avait jamais cessé de penser à elle. Maïssa ne répondit pas. Elle sortit de la salle. Nassor resta seul face au sien. Il dit qu'il n'était plus un héritier. Qu'il était un homme. Et qu'il allait reconstruire son histoire. À partir de maintenant. La semaine suivante, il fit modifier son testament. Il légua une grande partie de son empire à une fondation qu'il créa au nom de sa mère biologique, pour soutenir les femmes invisibles, les femmes sans voix, celles qu'on enterre vivantes dans les ruelles de l'Égorce ou dans les silences familiaux. Il donna à Maïssa une maison, mais surtout, un nom. Il fit également reconnaître son lien de filiation. Ce fut un scandale discret, murmuré dans les couloirs des banques, dans les réunions des actionnaires, mais personne n'osa le contredire. Car Nassor Lawani était devenu autre chose. Un homme dont les racines ne se nourrissaient plus de faux-semblants. Maïssa, elle, resta discrète. Elle ne cherchait pas la lumière. Elle passait ses journées à lire, à marcher, à cuisiner, parfois à parler avec des jeunes filles de passage. Mais un soir, alors qu'elle s'installait sur sa terrasse, Nassor vint la voir avec une enveloppe. À l'intérieur, une lettre. Une lettre qu'un notaire du nord du pays lui avait remise récemment. Une lettre de sa propre tante, celle à qui elle avait confié ses enfants, il y a des décennies. Dans la lettre, elle disait que ses enfants allaient bien. Qu'ils avaient grandi, loin de l'Égorce. Qu'ils avaient cru leur mère morte. Mais qu'ils portaient en eux des fragments de son histoire. Maïssa lut la lettre en silence. Puis serra l'enveloppe contre elle. Nassor lui dit qu'il avait pris contact avec eux. Qu'ils allaient venir. Dans une semaine. Elle ne répondit pas. Elle pleura doucement. Mais cette fois, c'étaient des larmes d'attente. De joie mêlée à l'effroi. Une semaine plus tard, dans le jardin de la maison offerte par Nassor, deux jeunes adultes franchirent le portail. Un garçon et une fille. Le garçon avait les traits de Nassor.
La fille, ceux de Maïssa. Ils s'approchèrent. Maïssa se leva. Et le garçon dit, doucement, maman. Elle ouvrit les bras. Ils coururent. Le cri qu'elle poussa ce jour-là fut celui d'une vie rendue, d'un fil réparé. Nassor, debout près du portail, regardait la scène, les yeux humides. Il sentit quelque chose bouger en lui. Quelque chose d'ancien. D'immense. Et pour la première fois depuis longtemps, il se sentit fils, frère, homme. Il se sentit complet. Mais alors qu'il pensait que tout était enfin en paix, un appel arriva sur son téléphone. Un numéro inconnu. Une voix au bout du fil, grave, lente, aux intonations familières. Une voix qui dit, « Nassor, je sais que tu crois avoir tout compris. Mais il reste encore une chose que Maïssa ne t'a pas dite. Une chose que moi seul peux t'expliquer. Rejoins-moi Azaria. Demain. Seul. » Nassor sentit son cœur se figer. Il regarda sa mère, ses frères et sœurs retrouvés, la joie dans le jardin. Puis il fixa l'horizon. Quel secret restait-il encore à découvrir? Qui était cette voix? Et surtout, qui avait-il Azaria qui pourrait changer, encore une fois, le cours de sa vie? Il sut, à cet instant précis, que l'histoire n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer. Si cette histoire vous a bouleversé, ému ou intrigué, alors ne gardez pas ça pour vous. Abonnez-vous dès maintenant pour ne pas manquer la suite, car ce qui attend Nassor Azaria va tout changer. Laissez un commentaire avec vos impressions, partagez l'histoire autour de vous, et surtout, activez la cloche pour être les premiers à découvrir les prochains chapitres. Ce n'est que le début. Vous croyez avoir tout compris? Détrompez-vous.